ça ira, les aristocrates à la lanterne. Oh, pas si vite, hein. Mais si, ça presse. Fallait bien que les choses changent. Oui, vont changer, crois-moi. Mais quelle catastrophe pour finir. Comment ça? Tu serais pas un peu réac, toi? Non, mais imagine une révolution au cœur d'un pays d'églises et de prêtres. On s'était sûr qu'on allait à la pêche aux emmerdements. À Paris, les États généraux, convoqués par Louis XVI, avaient mal tourné. Le tiers-État, c'est-à-dire les élus qui n'étaient ni des prêtres ni des nobles, s'était établi en Assemblée nationale le 17 juin. Devenue constituante le 20 juin, après le serment du jeu de paume, cette assemblée assista à la mobilisation populaire qui aboutit le 14 juillet à la prise de la Bastille. Dans la nuit du 4 août, le clergé et la noblesse durent renoncer à leurs privilèges et puis ce fut la Déclaration des droits de l'homme, l'acte fondateur de la Révolution. Les Liégeois suivirent ces événements avec passion. Des rumeurs bientôt circulèrent à travers la ville. Le peuple s'apprêtait à déposer le prince détesté et à se libérer comme celui de Paris. Le 18 août 1789 au matin, des milices constituées de bourgeois et d'ouvriers marchaient sur la Violette, en chassaient les deux bourgmestres, déclaraient les conseillers élus sur la base du règlement de 1684 illégitimes et les dispersèrent. Fabry, un ancien bourgmestre rendu célèbre par sa position en faveur des réformes, et Jean-Rémy de Chestret, ancien soldat du roi de France, fort aimé des Liégeois, furent proclamés bourgmestres par acclamation de la foule devant le perron. Un colonel liégeois qui avait combattu aux côtés de Lafayette en Amérique du Nord, Jean-Pierre Ransonnet, s'emparait de la citadelle sans même tirer un coup de feu. Prise symbolique autant que celle de la Bastille, quasi vide au moment où le peuple s'en emparait. Sur quoi s'entraînaient les patriotes, car ainsi se faisaient appeler les révolutionnaires, coururent à Serein s'emparer de la personne du prince, qu'ils ramenèrent tout tremblant à Liège, afin de lui faire ratifier le choix populaire. Hissé de nuit au balcon de la Violette et affublé de la cocarde, Hunsbrook fut à la fois conspué et acclamé. Une chose est sûre, l'ancien régime s'effondra à Liège en une moitié de journée, et sans qu'il fût nécessaire de verser le sang. Tant mieux. Finalement, moi j'aime bien la Révolution. Mais le sang versé, pas trop. Difficile de faire la culbute sans rien casser. Et c'est ça la Révolution liégeoise? Un jour d'émeute joyeuse? Oui, mais ça, ce n'est qu'un hors d'œuvre. La liesse de la foule fut de courte durée. Rentré dans son château de Serein, le prince-évêque en déguerpit le 26 août, au milieu de la nuit, pour courir se mettre sous la protection de l'Empire dans un monastère des environs de Trèves, ce qui augurait un éventuel retour du prince-évêque dans les fourgons de l'armée impériale. L'euphorie des premiers instants avait rassemblé tout le monde sous la bannière des patriotes. Les chanoines du chapitre, de nombreux membres de la noblesse, mais aussi les bourgeois du tiers-état et la foule des ouvriers, comme celle des indigents, persuadés qu'on allait supprimer les impôts et que tout le monde allait désormais pouvoir boire et manger à volonté. Le peuple, trop longtemps maintenu dans le silence, avait pris la parole et ne parvenait plus à se taire. Les gens discutaient partout, dans les tavernes, sur les places, dans les journaux. Mais le gouvernement insurrectionnel n'avait aucun moyen d'action et les caisses de l'État étaient aussi vides pour lui qu'elles l'avaient été pour l'administration du prince. L'exaltation des premiers jours retomba rapidement. Les patriotes haranguèrent la foule des mécontents, bientôt fort nombreux, pour exiger la mise à disposition du peuple de l'énorme fortune que le prince-évêque Georges-Louis de Berg lui avait léguée en 1743, soit 1 300 000 florins dont seuls les intérêts étaient versés aux indigents. Les 6 et 7 octobre 1789, des émeutes éclatèrent dans les quartiers de Saint-Martin-en-Île, de Saint-Gilles, de Saint-Christophe. L'hôtel de ville fut attaqué à coups de hache. Les patriotes constituèrent des milices nommées gardes patriciennes, que Chestret commanda d'une main de fer afin de rétablir l'ordre dans les rues. Mais le désordre s'accentua. On en appela au roi de Prusse, Frédéric Guillaume. Celui-ci dépêcha rapidement des troupes qui furent acclamées par la foule dès leur entrée dans la ville.
Acclamés par la foule? Mais c'est quoi ces révolutionnaires qui tournent leur veste à la moindre difficulté? Non, mais des éléments beaucoup plus radicaux attendaient leur heure. Dès les premiers moments de la Révolution, une assemblée de franchimontois réunis à Paul-Heure avait donné le ton en refusant d'inscrire le droit de propriété dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Dis donc, les Liégeois étaient allés beaucoup plus loin que leurs frères parisiens. Beaucoup plus loin. Trop loin peut-être. Notre cité donna tout de même de grands personnages. Ainsi, la belle liégeoise, car c'est ainsi que Camille Desmoulins appelait l'extravagante Théroigne de Méricourt. C'était une actrice moitié aventurière, moitié mondaine, qui se jeta à corps perdu dans la Révolution, et une enfant du pays. Elle aussi avait le feu au cœur. Elle milita pour la libération de la femme 100 ans avant les suffragettes anglaises. La folie la sauva de la guillotine. Sans oublier un poète gagné aux idées des Lumières, Jean-Nicolas Bassange, longtemps modéré pour ne pas effaroucher la majorité silencieuse. Cette foule muette était partisane de la réunion de la principauté avec la France, car celle-ci garantissait d'un retour en arrière. Bassange rassembla autour de lui une faction décidée à lutter contre le prince-évêque. N'oublions pas les Prussiens, installés dans nos pantoufles. Oui, d'ailleurs, n'obtenant pas de réponse à leur proposition de réconciliation, ces Prussiens quittèrent Liège en avril 1790. Alors les Liégeois constituèrent une armée pendant que des extrémistes pillaient les maisons des riches. Mais qu'est-ce qu'ils croyaient, après des siècles et des siècles d'esclavage? J'ai déjà entendu ça quelque part. Oui, pas si vite. Les patriotes glissaient lentement vers des revendications radicales ou proprement révolutionnaires, et le peuple semblait bien rangé derrière. Hélas, l'enthousiasme des foules ne faisait pas les triomphes militaires. Après quelques escarmouches sans grande importance, les fantassins autrichiens, alliés à l'Empire, entraient à Liège pour rétablir le prince-évêque, César de Hunsbruck. Ce fut l'hallali des patriotes, dont la grande masse courut aussitôt se mettre sous la protection de la France. La réaction fut ce qu'on avait prévu, aveugle, brutale, sans réflexion. À peine rendu à ses sujets récalcitrants, le prince-évêque mourut le 3 juin 1792, sans avoir reconnu le moindre tort et barricadé dans ses idées. Il n'avait accompli aucune des réformes promises. Son neveu lui succéda, François de Méan, aussi radical et conservateur, et destiné à devenir le dernier prince-évêque de Liège.